Donc vous excusez une seconde, ils vont essayer de faire le dernier réglage parce qu'ils veulent transférer le document pour pouvoir... Je pense que ce sera un peu plus visible pour les étudiants qui pourront en même temps prendre note. Donc vous excusez 30 secondes. On essaie de régler ça avant de passer la parole à M. Il doit faire une conférence. Bon, tu peux lui demander de se présenter. Après, il a le droit de prendre. C'est-à-dire, tu peux lui donner la parole, le temps de régler. C'est un privatisme. Après, M. Ndiaye. Bon. Il peut aussi prendre la parole. C'est fait mal. Non, c'est moi qui vais me quitter devant. Alors, mais je peux rester là. Ah, d'accord. Merci, ça va? Ça va? Ah ok, je commence. Hein? Oui. Non, non? Bon, est-ce que ça Je vous laisse ici. Je vais voir si ça s'ouvre. Demandez. C'est dans mon drive. Quoi. Normalement, ça doit venir. C'est bon. Voilà. Je viens là-bas? Oui. Ah, je dois venir dessus. Bon. Finalement, c'est le papier. Comment? Vous pouvez commencer le papier? Non, c'est juste les notes. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À présent, nous allons poursuivre avec la série des conférences, donc qui est une activité vraiment très intéressante dans le cadre de cette cérémonie. À présent, nous allons une figure emblématique de la juridique, une figure de politique au sein de l'Université. Il a été également major du cours d'agrégation du CAMES 2023. Son engagement s'est étendu à des organisations internationales telles que les Nations Unies, où il a eu à travailler sur la question apatride. Je veux tout simplement nommer le professeur Abdou Diop, qui va nous partager son opinion, sa vision sur cette question qui gangrène nos États sur la scène politique africaine. Il va accentuer son intervention sur la thématique suivante. Je cite, les coups d'État en Afrique, perspectives pour le droit international. Sous applaudissements, s'il vous plaît, M. Da. Merci beaucoup, Aminata. Et mes remerciements au Grand Cercle
c'est pas seulement le cercle, c'est le grand cercle des publicistes et des privatistes. J'ai été très séduit par la dénomination tout à l'heure. Il faut dépasser le cloisonnement droit public, droit privé, et c'est important parce que de plus en plus ça n'a plus de sens. Voilà, ça n'a plus de sens. Les disciplines juridiques sont de plus en plus transversales. Donc c'est important. Bon, nous, à notre époque, je me rappelle, je faisais partie du cercle des publicistes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'était un cercle des publicistes. Vous êtes plus avancé, c'est le cercle des publicistes et des privatistes. Et je vous félicite vraiment pour cette vision des choses, cette vision du droit. Également, dire que je me suis toujours inscrit dans cet engagement des étudiants envers la communauté scientifique, notamment le droit. Quand je suis arrivé à l'UVS, qui est maintenant devenu l'UNCHK, pour parler de mon ami de l'ISDD qui disait UVS, maintenant UVS ça n'existe plus, qui est devenu UNCHK, bon, le nom est beaucoup plus sexy et voilà, ça passe mieux. Alors, je me rappelle en venant en 2018, j'avais initié, et pour toujours dans la logique de démontrer que nous sommes une université comme les autres, nous faisons le droit comme les autres, nous avons des étudiants en droit comme les autres, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Et dans cette dynamique-là, j'avais initié à l'époque la participation de nos étudiants au concours africain de procès simulé. Et là, ça permettait de se frotter non pas seulement aux étudiants du Sénégal, mais d'Afrique du Sud, du Kenya, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, etc. Et c'était une belle expérience. Je revois ici les visages avec qui j'ai voyagé un peu partout en Afrique pour participer à ces concours-là. La première édition en 2018 au Ghana, il y avait, bon, ils ne sont pas là, eux, c'était la première promotion au Ghana avec Seydina Mbaké Kane, je pense, c'est ça, qui est maintenant en France et qui travaille dans le domaine des marchés publics. La deuxième édition, c'était en 2019, je pense, c'était au Botswana, avec Aminata Diallo. On a fait le voyage ensemble, très long, de Dakar jusqu'à Gaborone. La troisième édition, c'était en ligne, avec Covid, donc avec les Edouard Corridiouf, que je vois aussi ici, qui également est maintenant au niveau de l'administration de l'UNCHK. L'année d'après, en Afrique du Sud, à Stella, avec, je vois ici derrière, c'est pas Yasmina, hein, je pense que c'est plutôt Awasanya, avec Awasanya en Afrique du Sud. Et puis, voilà, et puis il y a eu une dernière édition au Ghana où nos étudiants ont eu le prix du meilleur, c'était le meilleur mémoire réalisé dans le cadre du concours. Donc vous voyez un peu, c'est important. Et le fait, alors là c'est les retardataires, hein? Voilà. Le fait d'avoir ce cercle des publicistes, ça va permettre d'améliorer cet engagement associatif. Et je vous invite à travailler en étroite collaboration avec la cellule sciences juridiques et politiques que je dirige pour bonifier cet engagement associatif et la participation à ces concours. Et récemment, au concours de la magistrature, on a eu un de nos étudiants qui a brillamment réussi et ça fait toujours plaisir de savoir que nos produits s'en sortent de la meilleure façon. Alors, tout cela étant dit, bon, j'étais invité à réfléchir sur un sujet pas très simple, pas évident, les coups d'État en Afrique, défis et perspectives pour le droit international. C'est un sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui a été proposé par le président du Grand Cercle des publicistes et je connais son engagement, son amour, sa passion, pourrait-on dire, pour le droit international. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Bon, en droit, plus clair peut-être, et on aime toujours définir nos objets d'études. Hein. Je ne vais pas échapper à ce qu'on vous enseigne en méthodologie. On vous dit toujours en méthodologie, que ce soit la dissertation,
voilà, qu'il faut toujours définir votre objectif qui menace la théorie. Dans le domaine du droit, comme dans tout autre domaine d'investigation, c'est l'insuffisance des bases ontologiques, l'insuffisance d'élucidation de la structure propre des choses dont on veut parler. Autrement dit, il faut savoir de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? De coup d'État. Qu'est-ce à dire? On sait un peu, à peu près, ce que cela renvoie dans le langage courant et dans le langage journalistique. Je suis sûr que quand je dis coup d'État, la plupart d'entre vous, vous avez en tête un militaire qui, avec des armes, s'empare du pouvoir. C'est un peu l'image qui vient à l'esprit quand on parle de coup d'État. Mais en tant que juriste, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas l'opinion publique, il y a des théoriciens du droit qui n'ont jamais fait d'études de droit, qui ont toujours le droit sans faire. Mais en tant que juriste, nous devons être plus rigoureux. Et c'est de partir des images toutes faites pour voir ce que renferment ces notions. En empruntant cet exercice, quoique périlleux, on se rend compte que la notion de coup d'État n'est pas simple à caractériser et se décline sous plusieurs formes. Un coup d'État peut être militaire. On parle de putsch, comme en Guinée, Gabon, Burkina Faso. Un coup d'État peut être civil. On parle alors de révolution ou d'insurrection. Le printemps arabe, Tunisie, Algérie. Un coup d'État peut être constitutionnel, républicain. C'est-à-dire, lorsque par des manœuvres frauduleuses, un régime se maintient au pouvoir en violation de la Constitution, en initiant, par exemple, le verrou des mandats présidentiels. C'est un coup d'État constitutionnel, où il n'y a pas d'armes, mais c'est plutôt des manœuvres frauduleuses, intellectuelles, qui visent à se maintenir au pouvoir par des moyens peu licites, comme on en a vu en Guinée sous Alpha Condé. Comme certains ont pu le prédire avec Macky Sall, mais ce n'est pas arrivé finalement, il ne se présente pas à une troisième candidature, et comme on a pu le voir avec le président Abdoulaye, sous la pression tenace de la population, il n'a pas pu faire de troisième mandat. Alors toutes ces formes, je rappelle, coup d'État militaire, coup d'État civil, coup d'État républicain ou constitutionnel, toutes ces formes ou déclinaisons restent fortement liées parfois, ce qui rend toute tentative de systématisation risquée. Un coup d'État civil ou insurrectionnel débouche souvent sur un coup d'État militaire. Un coup d'État civil débouche souvent sur une prise de pouvoir par les militaires, comme on a pu le voir au Burkina Faso, avec le colonel Zida, suite à la démission du président Blaise Compaoré en 2014 face à la pression populaire. On a pu parler d'insurrection, parce que c'est le peuple qui s'est levé pour réclamer la démission du président Blaise Compaoré en 2014. Donc, civil, insurrectionnel. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, vous voyez un coup d'État civil qui se transforme en coup d'État militaire. Ce qui voit que la distinction, elle n'est pas aussi simple que ça. Un coup d'État militaire peut aussi être accompagné d'une onction populaire au point où certains ont pu théoriser qu'il y a une transformation d'un coup d'État militaire en coup d'État civil. Comme on le voit peut-être au Niger, comme on le voit au Mali. C'est d'abord militaire, mais après le peuple a acclamé, le peuple a applaudi, c'est comme si ça se transforme par un coup d'État qui est devenu civil et non plus forcément militaire. Donc vous voyez un peu que la catégorisation, elle n'est pas si simple que ça. Un coup d'État constitutionnel ou républicain peut être à la base du déclenchement d'un coup d'État militaire, comme on a pu le voir en Guinée, avec la chute du régime d'Alpha Condé et l'installation du régime militaire de Mamadi Doumbouya. Cette interprétation des différentes formes rend toute définition complexe, ce qui nous pousse à faire un choix ou à délimiter, pour parler le langage de la méthodologie de la dissertation, telle qu'on nous l'enseigne dans les facultés de droit. Bon, délimitation du sujet, même si les étudiants ne savent pas délimiter. Moi, quand j'ai regardé... Alors, je vous donne en même temps un exemple de délimitation du sujet. Alors, le focus ici, bon, je ne parle pas de focus 2024 de PASTEF, le focus ou l'analyse ici sera
axé sur la typologie des coups d'État militaires. On vient de délimiter, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs formes. Civile, constitutionnelle, militaire. On va s'intéresser au coup d'État militaire et quand on délimite, il faut toujours justifier. Pourquoi? Pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison, c'est la récurrence des coups d'État militaires comparés aux autres formes. Ils sont en effet plus nombreux et plus visibles que les autres formes de coups d'État. 220 coups d'État militaires en Afrique depuis 1952, selon VOA Afrique. 220. Si on comptabilise les coups d'État qui ont réussi et les tentatives de coups d'État qui ont échoué, on en est à 220 de 1952 à 2023, qui ont touché particulièrement des pays d'Afrique noire. Avec en tête de peloton, le Burkina Faso, je vois Yasmina Zombré, 10 coups d'État, Burkina Faso. On a des Burkinabés aussi dans nos formations et qui est en formation doctorale avec moi, qui fait une thèse sur le droit international. Burkina Faso, 10 coups d'État. Soudan, 6 coups d'État. Bénin, 6 coups d'État. Nigeria, 6. Ghana, 5. Niger, 5. Sierra Leone, 5. Mali, 5. Les îles Comores, 4. Guinée-Bissau, 4. Sénégal, 0. Que Dieu nous en préserve. La seconde raison réside dans les défis majeurs qu'une telle forme présente, aussi bien pour le droit international et j'ai envie de dire aussi pour le droit constitutionnel. Alors, une fois cette clarification conceptuelle faite et ce choix justifié, on peut se demander le pourquoi. On a vu quoi? De quoi on parle? Pourquoi? Pourquoi? Répondre au pourquoi nécessite de retracer les différents cycles de coups d'État. Parce qu'à chaque cycle correspond une réponse. On distingue en Afrique traditionnellement 3 cycles de coups d'État. 3. Le premier cycle, ça commence des indépendances jusqu'aux années 80. Pourquoi ces coups d'État des indépendances jusqu'aux années 80? C'était 3 raisons fondamentales. Dictature, il fallait finir avec des régimes de dictature. Amin Dada, on l'a vu un peu, Gamal Abdel Nasser, etc. C'était des régimes de dictature et les militaires ont pris le pouvoir en disant il faut en finir avec la dictature. Ou bien construction nationale. Voilà, il fallait construire une nation, sortir d'une perception clanique ou ethnique de l'État. Donc les coups d'État de cette première période, c'était pour s'attaquer à la fragilité des jeunes États qui venaient d'arriver à l'indépendance. Donc premier cycle, 1952, les indépendances jusqu'aux années 80. Le second cycle des coups d'État, 1980 jusqu'aux années 2010. Pourquoi ces coups d'État? Ça tenait surtout aux questions de démocratie. On réclamait le pluralisme, on réclamait plus de démocratie. On se rappelle au Sénégal, lorsque Abdou Diouf disait pour caractériser l'ouverture, le pluralisme, que Diaka Diagnon, c'est pour dire que maintenant, tout le monde peut venir conquérir le pouvoir, etc. Donc voilà, c'est la demande dans les années 1980. Bon, au Sénégal, heureusement, il y a eu des réformes qui ont permis d'avoir ce pluralisme, mais dans d'autres pays, c'est fait par coup d'État. Donc, 1980, 2010. La troisième vague de coups d'État qu'on voit récemment, cette dernière vague de coups d'État, qu'est-ce qu'il explique ici? C'est plus dictature, c'est plus question de démocratie, mais plutôt lié à la question de la gestion de l'État, la justice sociale, le respect des droits économiques et sociaux, se soigner, boire, manger, dormir, avoir un logement. C'est plus ça parce que les gouvernants, dans beaucoup d'États africains, ne parvenaient plus à répondre à ces questions sociales de base. Donc les populations vivent dans une pauvreté, ce qui, souvent, amène des manifestations ou des manifestations. Ou bien, troisième cycle, ça exprime des besoins nouveaux de sécurité, djihadisme, terrorisme, et le gouvernement en place n'est plus en mesure ou n'est pas en mesure de s'attaquer aux groupes terroristes, de s'attaquer à la base du djihadisme. Ce qui fait que les militaires prennent le pouvoir en disant que nous avons des problèmes de sécurité. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu un peu partout en Afrique ces derniers temps, des questions de sécurité qui font que les militaires prennent le pouvoir. Donc vous voyez les 3 cycles, à chaque cycle, il y a une réponse. Dictature, démocratie, sécurité et
question de gouvernance, droits économiques et sociaux. Et c'est ce qui rend particulière les coups d'État de la dernière génération, le troisième cycle, parce que ce sont des coups d'État où le peuple est impliqué, puisqu'on parle de sécurité, puisqu'on parle de droits économiques et sociaux, puisqu'on parle de justice sociale, on voit le peuple qui applaudit lorsqu'il y a un coup d'État, parce que la raison avancée par les militaires, c'est quoi? Il faut que vous puissiez manger, etc. Ce qui fait qu'il y a une ère de populisme derrière le coup d'État. Alors qu'avant, ces coups d'État étaient stricto sensu. Voilà, le peuple n'était pas forcément impliqué. Donc, son pourquoi, à chaque la justification. Le quoi identifié, le pourquoi identifié, nous allons donc nous intéresser aux conséquences épistémologiques des coups d'État en Afrique, pour le droit international et également pour le droit constitutionnel africain. Quelle réflexion théorique pouvons-nous, à partir de l'observation de la recrudescence des coups d'État militaires, quelle réflexion peut-on mener ensemble afin d'identifier, comme nous y invite le Grand Cercle, les organisateurs, les défis et les perspectives. Cette réflexion théorique nous pousse en définitive à questionner le cadre juridique relatif au coup d'État, s'il y a lieu, et une telle interrogation nous incite une double réponse, ce qui nous permet, une fois, cher Ababakar, de rester dans le carcan du plan en deux parties, hein, comme on vous l'apprend dans vos dissertations et commentaires. Une double réponse pour un peu donner quelques clarifications à cette problématique. La première réponse, il y a d'une part un cadre juridique de réprobation. Les coups d'État sont réprimés par le droit international et par le droit constitutionnel africain. Et il y a d'autre part une réaction juridique ambivalente. Donc il y a le cadre, mais il y a la réaction. Le cadre, c'est le droit, dit et posé. La réaction, c'est comment on réagit par rapport à un coup d'État. Donc d'une part, on a un cadre juridique de réprobation et d'autre part, on a une réaction juridique ambivalente. Donc d'abord, cadre juridique de réprobation. Chers étudiants, le cadre juridique, qu'il soit international ou constitutionnel, réprouve, prohibe, interdit les coups d'État. C'est interdit. En droit international, on a pu penser, il y a eu un débat, on a pu penser que le droit international ne pouvait ni autoriser, ni interdire les coups d'État. Pourquoi? Parce que autonomie constitutionnelle des États, souveraineté des États. C'est aux États de définir comment ils vont. Le pouvoir sera fait. Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est par des élections? Le droit international n'a pas à s'immiscer de cela. Ça relève de la souveraineté des États. Donc, il y a beaucoup de théoriciens du droit international qui, à partir de ce principe de souveraineté, d'autonomie constitutionnelle, on dit que le droit international ne peut ni autoriser, ni interdire les coups d'État, parce que ça relève de la gestion interne, de l'autonomie constitutionnelle d'un État, etc. De cet avis, et on le voit de plus en plus, le principe de légitimité démocratique est érigé en totem de gouvernance mondiale, poussant les institutions à réprouver, réprimer au coup de force pour s'emparer du pouvoir politique. Les institutions internationales réagissent de façon catégorique par rapport à une prise de pouvoir par les armes. Le droit international, parce que une maladie en Afrique, même si en Amérique latine on en voit, mais en Afrique quand même c'est devenu très problématique. Ce qui fait africain, et quand je parle de droit international africain, je vise par là les instruments régionaux africains, les conventions africaines, interdisent les coups d'État. Il en est ainsi de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui dispose en son article 30 que les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. Donc vous voyez que le droit de l'Union africaine interdit les coups d'État parce que les régimes militaires qui font des coups d'État ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. Ils sont suspendus, comme on le voit d'ailleurs avec le Niger
actuellement, qui est suspendue au niveau de l'Union africaine. On peut également citer la déclaration de Lomé, ainsi que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, qui se dote d'une définition large de la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Alors c'est important cette charte africaine, je mentionne cela parce qu'elle donne une définition large du changement anticonstitutionnel en son article 23, en ce que cette charte vise le putsch ou coup d'État, le renversement de nos gouvernements par des mercenaires, maintenant on a Wagner dans nos trousses, qui sont des mercenaires, un groupe armé dissident ou des mouvements rebelles, le refus du gouvernement de mettre en place le pouvoir au parti qui est vainqueur aux élections, comme le cas de la Gambie, ou toute révision ou amendement de la Constitution portant atteinte aux principes de l'alternance démocratique. Au-delà de la condamnation, la charte prévoit des sanctions pouvant être prononcées en cas de coup d'État. Le protocole de Malabo, en plus pour parler droit pénal, dit que le droit pénal ne se limite pas à interdire le coup d'État, mais prévoit même des sanctions pénales, quoique ce droit international africain n'est pas encore en vigueur. Le protocole de Malabo, qui prévoit la création d'une chambre pénale au sein de la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme, pour ceux qui font le cours de droit africain des droits de l'homme, ils savent de quoi je parle, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est à Arusha, il y a un protocole, le protocole de Malabo, qui prévoit la fusion de la Cour africaine à la Cour de justice de l'Union africaine. Et dans cette future Cour africaine, Malabo prévoit qu'il y ait une chambre pénale spéciale. Donc c'est un peu ce qui a résulté du débat, l'Afrique et la CPI. Est-ce que la CPI ne juge que les Africains? Donc l'Afrique a réagi en disant nous allons créer notre propre CPI. Et cette propre CPI qui est prévue, je dirais le propre CPA, Cour pénale africaine, qui est prévue par le protocole de Malabo, va aussi poursuivre et incrimine le coup d'État. Donc ceux qui commettent un coup d'État, c'est inédit. Le coup d'État devient avec ce protocole un crime régional. Et ceux qui commettent ce coup d'État peuvent être emprisonnés par la Cour pénale africaine. Mais ce n'est pas encore entré en vigueur parce que les États l'ont inscrit, mais les États n'ont pas ratifié ce protocole de Malabo. Du moins pas encore. Au niveau sous-régional, on l'a vu, c'est interdit. Et même on dit que c'est un crime. Au niveau sous-régional, dans le cadre de la CEDEAO, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est un protocole additionnel au mécanisme de prévention des conflits et de maintien de la paix, interdit également tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et dote la conférence des chefs d'État d'un pouvoir de sanction. Et c'est d'ailleurs sur ce fondement que la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, contre le Niger, comme vous avez pu le voir dans l'actualité. Au-delà du cadre international africain, au niveau national également. Et c'est là qu'on voit un paradoxe. Certaines constitutions, peut-être pas toutes, certaines interdisent expressément les coups d'État. Il en est ainsi, et c'est assez paradoxal, la constitution malienne de 2023, qui est faite sur commande de Assimi Goïta, par les putschistes. La constitution malienne de 2023 dispose que tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. J'ai envie de dire, bon, vous êtes là par coup d'État, quoi, et puis après, vous dites dans la Constitution que c'est un crime. Voilà, imprescriptible, mais toujours dans les négociations, ils ont dit que, bon, tout ce qui est passé là, on met l'éponge, on ne revient pas sur ça, principe de non-rétroactivité. Mais le coup d'État dans la Constitution malienne de 2023, la Constitution de juin 2023, qui a été promulguée, qui a été publiée en juillet, interdit le coup d'État. Autre paradoxe, Tchad. Constitution tchadienne de 2018. Tchad, actuellement, c'est un régime putschiste. Même si c'est soft, mais c'est un régime putschiste. Proclame la Constitution tchadienne le devoir du peuple de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout coup d'État qui prendrait le pouvoir par la force et l'exercerait en violation de la Constitution. C'est bon? La Constitution du Burkina Faso, 1991, en son article 167, prévoit également que tout pouvoir qui ne tire pas sa source de la Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État ou d'un putsch, est illégal. Illégal. Au Burkina Faso, quand même. Ça, c'est 1991. Et cette Constitution, même si elle cohabite avec la charte de transition, est toujours en vigueur. Et d'ailleurs, qui a été modifiée récemment. La Constitution mauritanienne prévoit également en son article 2 que le coup d'État est un crime imprescriptible.
Article 5 de la Constitution centrafricaine, 30 août 2023, dispose que l'usurpation de la souveraineté, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Donc, on le voit, les systèmes constitutionnels ou les constitutions des États africains interdisent le coup d'État. Mais, ironie du sort, quand un coup d'État survient, on suspend la Constitution ou on abroge la Constitution qui devient plus sans objet. Ça, c'est vraiment le paradoxe du droit parfois. Hein? C'est la force qui parle au lieu du droit. D'autres constitutions ne visent pas expressément les coups d'État, comme le Sénégal. La Constitution ne vise pas le coup d'État. Peut-être ce qu'il explique, c'est l'histoire constitutionnelle du Sénégal. C'est ce qu'il explique. On n'a pas de coup d'État, donc on ne juge pas nécessaire de l'inscrire dans la Constitution. Et même parfois, comme disaient un bon policier, il ne faut pas en parler du tout, il ne faut pas l'inscrire. Parce que l'inscrire, c'est en parler et ça peut susciter, hein, voilà quoi, ça peut susciter parfois le besoin. Alors, et dans la doctrine, il y en a beaucoup, peut-être aussi c'est ça, dans la doctrine francophone, on considère que le coup d'État n'est pas un objet de droit constitutionnel étudiable parce que c'est une prise de pouvoir par les armes. C'est les faits qui parlent et non le droit. Donc voilà un peu le cadre juridique, mais on est d'accord sur le cadre juridique, ça interdit. C'est clair. International africain, ça interdit. Constitutionnel, ça interdit. Maintenant, qu'en est-il de la réaction juridique? Parce qu'il y a souvent le droit dit et le droit tel qu'appliqué. Maintenant, deuxième élément, une réaction juridique ambivalente. Alors, le cadre juridique, la réaction juridique, elle est ambivalente. Elle n'est pas claire du tout. Elle pousse à une réflexion ou bien à une analyse beaucoup plus approfondie. La réaction juridique laisse un sentiment de droit et fait. Ici, on est dans cette dialectique droit et fait, force et droit. Un droit prise entre le principe et la réalité du terrain. Si on prend le droit international africain, le sentiment largement partagé est l'ambivalence de la réaction des organisations régionales ou sous-régionales face au coup d'État. Réaction musclée ici, allant jusqu'à une menace d'intervention militaire, armée. Le cas du Niger. La réaction elle est musclée. Sanctions économiques d'envergure, Mali. Réaction molle, voire mollesque là-bas, privilégiant la négociation, la discussion, voire la compromission, Guinée, Tchad, Burkina Faso. Les coups d'État seraient-ils reçus en droit international sur la logique des deux poids, deux mesures? Ou y a-t-il des coups d'État plus sanctionnables que d'autres? On voit qu'il y a dans cette réaction juridique une ambivalence. Ce n'est pas la même réaction pour tous les coups d'État. Au Niger, on a parlé d'intervention militaire, ce qui a été d'ailleurs la base de la réaction des États et puis la création de l'association, comment il l'appelle encore, l'accord des États israéliens là, entre les trois pour se défendre mutuellement. Donc là, vous voyez la réaction qui a été musclée. Au Mali, sanctions économiques d'envergure. Donc là aussi, une réaction économique musclée. Mais par ailleurs, on voit d'autres coups d'État où la réaction n'est pas aussi musclée que ça. On appelle au dialogue, on appelle à la négociation, on vous dit, bon, on va vous donner 2 ans pour organiser des élections, etc. Comme si on était dans deux mesures. Alors que le droit est clair, c'est interdit. Mais là, on voit que la réaction, elle est ambivalente. La réaction juridique se concentre. Il faut parler de jurisprudence. Ça se constate aussi dans le traitement jurisprudentiel du phénomène des coups d'État. Comment le juge africain, qu'il soit constitutionnel ou régional, appréhende la question des coups d'État? Alors, le constitutionnel réprime l'État, le constitutionnel, c'est paradoxal. On a dit que les constitutions interdisent. Et les juges constitutionnels, dans les décisions qui ont été rendues au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, les juges constitutionnels ont légitimé le coup d'État. Est-ce que ce n'est pas devenu un mode normal d'accession au pouvoir? C'est le cas de la décision 2021-02 du 28 mai 2021, dans laquelle la Cour constitutionnelle a constaté
la vacance du pouvoir après la démission du président Balaou et, sans aucune base juridique expresse, a considéré que le poste de président de transition devait revenir au colonel Assimi Goïta, qui était alors vice-président de la transition. Une telle posture du juge constitutionnel ne donne-t-il pas une légitimité au coup d'État, alors que le texte constitutionnel, quoique suspendu, réprime un tel fait? Donc le juge constitutionnel ici dit que le président, ça doit être Assimi Goïta, même s'il est arrivé par coup d'État. Est-ce que là, on ne voit pas un juge qui légitime le coup d'État comme moyen d'accession au pouvoir? Cette même Cour constitutionnelle du Mali a considéré dans une décision récente du 14 juin 2023 que le régime issu du coup d'État a le pouvoir d'initier une procédure de référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Ce qui a permis d'organiser un référendum et l'adoption de la constitution de 2023 du Mali. Donc ici, en l'espèce, Assimi Goïta a initié une procédure de référendum pour adopter une nouvelle constitution. Et il y a des membres de la société civile qui ont saisi la Cour constitutionnelle en disant « Mais ce n'est pas un président légitime, il a initié une procédure de référendum. » Alors la Cour constitutionnelle devait répondre. Et la Cour dit « Les faits se sont imposés à nous. » C'est la fait qui parle, et c'est le droit. Les faits, par la force des choses, il devient le pouvoir effectif. Donc, il a le pouvoir, et ce n'est pas inscrit dans la Constitution, c'est le juge qui a fait. Il a le pouvoir d'initier une procédure de référendum. Et c'est d'ailleurs cette Constitution de 2023 qui a enlevé le français comme étant langue officielle au Mali. Deuxième exemple, c'est la posture du juge constitutionnel burkinabé, après le coup d'État du 24 janvier 2022. Dans une première décision du 8 février 2022, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a constaté la démission du président Kaboré et la vacance de la présidence. Bon, en réalité, il ne s'agit pas d'une démission volontaire, mais plutôt d'un putsch. On l'a poussé à la sortie. Et dans une seconde décision du 8 février 2022, il déclare le lieutenant-colonel Damiba président du Faso. On peut se demander si le Conseil n'a pas constitutionnalisé le coup d'État comme mode d'accession légitime au pouvoir, alors que le droit international africain l'interdit ou le prohibe. Hier, le 12 janvier 2023, on est le 13 aujourd'hui, si je ne me trompe, dans une décision inédite, le juge constitutionnel du Burkina Faso a validé un projet de révision de la Constitution, initié par le régime putschiste du colonel Ibrahim Traoré, alors que la Constitution dispose qu'on ne peut procéder à une révision de la Constitution, ça vous l'apprenez en première année, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoire. On sait qu'au Burkina Faso, la raison du coup d'État, c'est quoi? On a porté atteinte à l'intégrité du territoire, sécurité. Mais bon, on va réviser la Constitution. La Constitution interdit qu'on révise la Constitution quand l'intégrité du territoire est menacée. Et là, le juge constitutionnel répond en disant que bon, c'est pas vraiment l'intégrité du territoire est menacée. Si c'est menacé, ça vient d'une menace extérieure qui fait que les institutions ne fonctionnent plus. Et on n'est pas dans ce cas-là. Donc, on peut bel et bien modifier la Constitution. Donc, ces exemples-là montrent l'ambivalence entre la condamnation dans le texte et la réaction juridique par le juge constitutionnel qui semble être un organe de légitimation des coups d'État. Et le contraste est d'autant plus marqué si on sort du juge constitutionnel pour interroger maintenant comment le juge international conçoit le coup d'État. Et ici, je veux citer la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour de justice de l'UEMOA, qui sont aussi intervenus sur l'épineuse question des coups d'État et qui ne parlent pas souvent le même langage. Par exemple, lorsque la CEDEAO a pris les sanctions économiques, politiques lourdes contre le Mali, la Cour de justice de l'UEMOA a été saisie par le Mali pour contester les sanctions qui ont été endossées par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Bon, il y a une solidarité entre l'UEMOA et la CEDEAO. Puisque la CEDEAO a pris les sanctions, l'UEMOA a dit on va appliquer les sanctions de la CEDEAO. Et là, les autorités maliennes ont saisi la Cour de justice de l'UEMOA d'une demande de sursis à exécution pour demander de surseoir à l'exécution de ces sanctions. Et la Cour de justice de l'UEMOA a considéré qu'au regard des conséquences dommageables et impact négatif des sanctions sur le plan économique au Mali, et en attendant de se prononcer sur le fond de l'affaire, a considéré que les sanctions doivent être suspendues, ce qui a donné une victoire
aux autorités maliennes. Est-ce que là, le juge de l'UEMOA n'est pas en train de dire, même si c'est un régime qui est venu d'un coup d'État, ils ont quand même le droit de réclamation à la justice, ils ont le droit de demander le sursis à exécution des sanctions économiques. Et ça a été de cacophonie, parce que c'est comme si la Cour de justice de l'UEMOA disait à la CEDEAO, stop quoi, avec vos sanctions économiques, parce que ça porte atteinte aux droits de la population. Le fait de fermer les frontières, etc., ça porte atteinte aux droits de la population. Une tentative similaire a été faite. Bon, comme le Mali l'a fait, ça a réussi. Bon, les autorités du Niger ont dit, bon, on va aussi faire demande de sursis à exécution devant la Cour de justice de l'UEMOA. Mais cette fois-ci, le juge de l'UEMOA, peut-être qui a été briefé entre-temps par les autorités politiques, n'a pas la même décision que pour le Mali. Cette fois-ci, il a rejeté la demande de sursis à exécution du Niger. Bon, et là, on ne comprend pas trop. Là, c'est valable, là, ça ne l'est pas, comme si on a toujours deux poids, deux mesures, voilà. En fonction du contexte, on a une décision quelconque. Cette ambivalence dans la position du juge communautaire traduit un malaise de la réaction du juge par rapport au coup d'État. La Cour de justice de la CEDEAO a, quant à elle, été beaucoup plus conséquente dans sa décision récente, le mois dernier, bon, ça ne fait pas encore un mois, du 15 décembre 2023, à Mohamed Bazoum et autres contre l'État du Niger. Et voilà, c'est pourquoi j'aime le droit, c'est que quand les armes crépitent là-bas, on va devant le juge pour débattre. Bon, c'est ce qui se passe actuellement entre Palestine et Israël, comme vous avez pu le suivre hier avec les plaidoiries de l'Israël et avant-hier avec les plaidoiries de l'Afrique du Sud sur la question du génocide. Donc au moment où les armes crépitent là-bas, devant la Cour internationale de justice, on a un procès. Israël, Afrique du Sud sur la question palestinienne. Comme on a vu aussi Ukraine, Russie devant la Cour internationale de justice au moment où il y a la guerre. Là aussi, Mohamed Bazoum et le régime putschiste, ce n'est pas le grand amour, on le sait. Il est séquestré. Mais il a fait un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO contre le régime putschiste. Et la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision intéressante le 15 décembre 2023 en considérant que le régime qu'il sanctionne le régime putschiste pour atteinte au principe de convergence constitutionnelle et de légitimité démocratique défendu par les instruments communautaires. Donc pour le juge de la CEDEAO, le régime putschiste n'est pas un régime légitime. Cela viole les textes communautaires, cela viole le droit international, le fait d'arriver au pouvoir par les armes et le fait de séquestrer le président. La Cour considère que le président légitime, c'est toujours Mohamed Bazoum. Voilà, le président légitime, c'est Mohamed Bazoum et que les putschistes sont en train de violer les droits politiques et le principe de convergence constitutionnelle. Mais bon, comme nous le savons, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, même si elles sont contraignantes en principe, l'exécution, pour parler de mémoire de mon ami Mamadou Lamine Diallo, l'exécution des décisions de justice internationale, ça pose problème. Donc voilà un peu le tableau, interdiction, mais réaction ambivalente. Réaction ambivalente des institutions, réaction ambivalente du juge constitutionnel, réaction ambivalente du juge international africain. Ce qui montre encore une fois que cette problématique des coups d'État constitue un malaise juridique, aussi bien dans le traitement jurisprudentiel que dans les réactions internationales. Maintenant, what's next? Pour parler conclusion et perspective, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à une Afrique où il n'y aura plus de coups d'État? Bon, moi, j'ai pas la solution magique, mais peut-être ce qu'il faut, c'est, d'une part, il faut peut-être renforcer la formation des militaires. Pour ceux qui étaient, je sais que Diallo était là, peut-être qu'il y a eu des étudiants qui étaient au forum paix, sécurité et développement qui s'est tenu à Diamniadio au mois de novembre. On en a parlé longuement. La formation des militaires, ça pose problème dans beaucoup de pays africains. Quand on a vu Dadis Camara faire son coup d'État, devenir président, avec tous les dégâts qu'il a causés, on s'est dit que c'est important la formation des militaires, cette formation républicaine des militaires, ce qui parfois fait défaut dans beaucoup d'États africains. Un autre élément important à mon niveau, c'est la bonne gouvernance. Parce que tout part de la gouvernance. Si les régimes civils qui viennent par les élections ne sont pas en mesure de répondre aux préoccupations
de la population. En mesure de répondre à la demande sociale, à la justice sociale, aux droits économiques et sociaux, cela crée des frustrations qui se traduisent parfois par une taxation de l'armée pour dire nous avons la légitimité pour prendre le pouvoir. On a peut-être frôlé ça au Sénégal en 2000 ou en social avec les manifestations. Et tout ça, c'est l'indépendance. Les parrainages. Tout ça, c'est important. Ce sont ces ensembles-là, parfois, qui peuvent déboucher sur des situations de bonne gouvernance, à travers la prise en charge effective des droits économiques et sociaux, ce qui est un problème fondamental en Afrique. Voilà, Monsieur le Président du Grand Cercle des publicistes et privatistes, ce que je voulais partager comme réflexion de droit public en restant naturellement ouvert pour les discussions, débats et questions. Je vous remercie.